Pour me représenter rapidement, donc je suis Sophie Collin, je suis conseillère en création d'activités chez Intercis Sud-Aquitaine. Pour cet atelier, j'aurai la chance d'avoir avec moi Emmanuelle Segui, donc, qui est fondatrice de Home Conseil, qui accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur organisation et le management de leur équipe, qui est en contrat CAP chez Intercis, et Anne-Sophie Brolivet-Camus, qui est aussi entrepreneur d'Intercis, qui, elle, est donc fondatrice d'ASBC Consulting et qui est formatrice en veille et analyse stratégique. Donc, tous deux vont s'attacher dans leur présentation à mettre en évidence l'importance d'étudier son environnement dans le cadre d'une étude de marché. Je vais laisser la parole à Anne-Sophie et Emmanuel. Donc, déjà, si vous voulez vous présenter un peu plus en détail, parce que j'ai dit très succinctement qui vous étiez, n'hésitez pas en préalable à votre présentation à rappeler vos activités et qui vous êtes. Je vous laisse la parole. D'accord. Bonjour à tout le monde. On a préparé un petit support pour présenter notre intervention en fait. Donc voilà, je suis Emmanuelle Segui. Ça fait 1 an tout juste que je suis en contrat CAP chez Intercis. Auparavant, j'étais directrice dans le e-commerce. Et voilà, donc ça fait 1 an que j'ai décidé d'accompagner et former les TPE, les PME et les entrepreneurs indépendants sur l'optimisation de leur organisation et le management de leurs équipes. Donc, j'interviens sur toute la partie opérationnelle dans l'entreprise. Voilà, ça peut être aussi bien des entretiens professionnels, de l'accompagnement au recrutement que d'élaboration de plans de communication, voilà, ou même tout simplement l'élaboration d'un plan de gestion en interne. Voilà, des choses qui sont finalement assez basiques, mais qui ne sont pas toujours mises en œuvre ou on n'a pas toujours forcément le temps de mettre en œuvre, ou parce qu'on n'a pas la compétence, parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, il y a plein de raisons différentes. Et donc voilà, j'accompagne sur toute cette partie opérationnelle. Donc, moi, je suis Anne-Sophie Brolivet-Camus. Donc, ça fait plus de 17 ans que je suis dans l'intelligence économique. Je travaillais dans des cabinets de conseil auprès des grands groupes et ensuite, j'ai dirigé la cellule intelligence économique d'Alstom. Et puis en 2015, j'ai souhaité me lancer et j'ai créé donc ASBC Consulting grâce à Intercis également. Et donc là, j'aide en fait les créateurs d'activités, les PME et les grands groupes à se développer, donc à avoir une vision plus claire de leur environnement et à pouvoir en fait leur apporter toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision, soit de développement, soit de repositionnement. C'est en fait les aider à la prise de décision. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'étudier son environnement et son marché. Donc, pour ma partie, j'interviens plutôt sur la partie interne de l'entreprise, mais on va le voir, il est quand même très important d'avoir un regard sur son environnement et sur son marché d'une manière générale, et pas que avant de se lancer dans son activité, mais tout au long de la vie de son entreprise, en fait. Donc, on est parti de la carte conceptuelle pour analyser les données, contextuelle, pour analyser les données. Donc, c'est une carte que vous pouvez retrouver en ligne sur Internet. Elle est en anglais à la base sous le nom de Context Map Canvas. Donc voilà, en général, quand on parle d'études de marché, on pense surtout aux clients et aux concurrents, mais en fait, on oublie souvent d'aller regarder l'environnement dans son intégralité. Et pourtant, c'est essentiel. Et plus l'analyse sera fine et poussée, chiffré, et plus précis sera votre business plan, plus il se rapprochera de la réalité de vos premiers exercices. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très, très important d'aller analyser tout ce qui se passe autour de votre projet, donc votre projet qui se situe au centre, en fait, de cette carte contextuelle. Donc, il y a différents items, donc le marché, son potentiel. Donc, la première chose importante, bien évidemment, c'est la taille de votre marché. Par exemple, sur un même secteur géographique, votre marché sera différent si vous ciblez la jeune maman qui a plutôt une tendance à consommer bio ou toute personne qui est susceptible d'aller au supermarché, par exemple.
Voilà, ce sont 2 tailles de population complètement différentes sur un même secteur géographique. Ensuite, la zone de chalandise que vous allez viser également fait partie de la taille de votre marché. Est-ce qu'elle ne sera pas la même si vous ciblez une zone autour de 10-20 km autour de chez vous ou si vous souhaitez rayonner sur le national ou sur l'international. Donc, il va falloir aussi analyser les tendances sur le moyen et long terme, ce qui va vous permettre de tirer des perspectives d'évolution sur le marché. Est-ce qu'il va y avoir une demande croissante ou plutôt décroissante? Est-ce qu'il va y avoir de gros changements qui pourraient impacter votre activité? Donc là, par exemple, on y est en plein dedans avec la crise sanitaire et les gros changements qui ont impacté énormément d'activités autour de nous. Donc ensuite, le cadre réglementaire et législatif. Donc, voilà, quelles sont les réglementations pour le marché visé? Par exemple, si vous voulez vous mettre à vendre du savon, vous ne pourrez pas le faire comme ça du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de réglementations à respecter et à vous de vous mettre en conformité avec ces réglementations et à faire les démarches nécessaires pour assurer l'innocuité de vos produits pour pouvoir les vendre. De même, les normes changeant tout le temps, c'est important de pouvoir faire une veille par rapport à ces normes pour pouvoir vous tenir à jour régulièrement. Donc, il y a pour l'instant des activités sur lesquelles il n'y a aucune norme, aucune réglementation. Ce n'est pas dit que demain, il n'y en aura pas. Il peut y en avoir du jour au lendemain qui viennent un petit peu freiner votre machine. Donc, c'est important de se tenir à jour. Au niveau de l'économie et de l'environnement, donc c'est également important de savoir comment vous allez financer votre projet. Donc, forcément, on pense déjà au crédit, que ce soit par les banques, par l'ADI, par les fonds propres, mais également, on peut faire appel à des subventions, à du crowdfunding. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être mises en place et qui permettent justement d'aller plus loin et de rechercher des fonds, enfin, d'obtenir des fonds plus facilement que si vous passez par des banques qui vont peut-être être frileuses sur votre projet. La tendance politique, écologique et économique aussi est à surveiller. Le contexte sanitaire, toujours présent, et surtout en ce moment, le moment où on lance, si vous êtes en train de démarrer votre activité ou que vous souhaitez le faire dans un avenir proche, c'est quand même à prendre en compte parce que si vous voulez ouvrir par exemple un commerce physique, voilà, vous allez avoir certaines barrières d'ores et déjà. Et enfin, quelles sont mes prescripteurs, mes partenaires, mes fournisseurs? Donc, toutes les personnes qui vont graviter autour de votre projet et qui vont faire que votre projet va être viable. Parce que si vous n'avez pas de fournisseurs, clairement, ça va être compliqué. Donc ensuite, les concurrents, bien sûr, c'est très important. Qui ils sont, comment sont leurs produits, enfin voilà, quel type d'offres ils font, quel type de prix ils pratiquent, quelles sont les tendances du marché. Est-ce que ce sont des vieux concurrents qui existent depuis très longtemps ou est-ce que c'est un marché qui est très dynamique et en plein essor? Les tendances technologiques également, qui peuvent aller très vite. Est-ce que votre produit, c'est une innovation? Est-ce que vous devez le protéger votre marque, déposer des brevets? Ce serait dommage de vous faire piquer l'idée au moment où vous lancez. Et quels changements pourraient impacter votre activité, notamment si vous voulez mettre en place une application. Est-ce que demain, cette application sera toujours utile ou est-ce que du jour au lendemain, elle ne va pas se retrouver obsolète et vous avec un modèle économique qui tombe à l'eau? Et donc enfin, les besoins des clients. Donc là, on atteint le point le plus important puisque c'est eux qui vont vous faire vivre et qui vont faire que votre projet pourra voir le jour. Donc déjà, qui sont vos clients? Quelles sont les tendances dans les besoins de mes clients? Par exemple, si je prends la fabrication de masques, actuellement, il y a un besoin très fort, une demande très forte au niveau des masques. Comment ces attentes vont pouvoir évoluer dans les mois, les années qui viennent? Parce que si je lance tout un atelier de fabrication autour du masque, je ne suis pas sûre que d'ici 4 ou 5 ans, ce projet sera toujours viable. Donc, c'est pouvoir anticiper. Et donc, enfin, c'est aussi lister toutes vos incertitudes sur votre projet. Voilà, les choses que vous ne pouvez pas prévoir, les choses qui pourraient impacter votre projet de manière négative ou positive. Voilà, de façon à pouvoir mettre en évidence vos forces et vos faiblesses et pouvoir justement aller de l'avant et capitaliser sur vos forces. Comment vous pourrez rebondir si une des incertitudes, une des théories que vous aurez formulées devient réalité demain. Et donc, sur ce, je passe la parole à Anne-Sophie qui va prendre le relais justement sur vos forces et vos faiblesses. Emmanuel vous a présenté le canevas en fait d'une étude
d'une étude de marché avec les différentes rubriques, avec le marché, son potentiel, la réglementation, les acteurs. Et maintenant, là, je vais vous présenter plus comment est-ce que vous allez faire cette étude de marché et à quoi vraiment cela va vous servir. Donc, en fait, l'idée, c'est la première chose à faire, c'est la collecte d'informations. Donc, la collecte d'informations, vous l'avez tous faite. C'est marqué, en fait, dans un moteur de recherche, les mots-clés que vous recherchez. Par exemple, marché plus trottinette et bambou, si je veux construire des trottinettes en bambou, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est de collecter un maximum d'informations et de les classer. Donc, toutes ces informations que je vais les récolter, je vais les classer et les stocker dans ma rubrique marché et peut-être produits pour trottinette et matière pour bambou. Donc, petit à petit, vous allez arriver à une masse impressionnante d'informations. Et c'est très, très important parce que c'est ça qui va vous donner petit à petit tout l'environnement de votre projet. Donc, petit à petit, toute votre étude de marché va se construire comme ça. Et vous allez pouvoir commencer, en fait, à analyser cette information. Bon, donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment la collecte de l'information. La deuxième étape, c'est la qualification de l'information et la typologie. En fait, dans l'information, vous avez 3 types d'informations. Vous avez l'information blanche qui est accessible à tous. Donc, quand vous allez sur Google, c'est de l'information blanche, c'est accessible. Les différentes sources, ce sont des sources ouvertes, que l'on appelle ouvertes. Ça provient des magazines spécialisés, des bases de données professionnelles, des sites gouvernementaux. Enfin, tout ce qui est accessible, ce sont des sources ouvertes. Donc, vous avez 80% de cette information qui peut être pertinente, qui est intéressante. Mais l'information à plus forte valeur ajoutée, c'est celle qui n'existe pas, enfin qui n'est pas tangible, que vous ne pouvez pas trouver avec votre ordinateur ou votre portable. Ça, c'est l'information grise. Cette information, elle est vraiment hautement stratégique parce que vous allez l'obtenir, vous allez la récupérer en posant des questions sur un blog à un expert, sur les trottinettes ou sur le bambou, par exemple, ou alors si vous allez à un salon en allant voir des exposants et en leur posant des questions, cette information-là, en fait, elle est à très forte valeur ajoutée et elle est hautement stratégique. Et bien sûr, vous avez l'information noire, là, c'est l'espionnage industriel, on n'y touche pas, surtout. Mais bon, 95% de l'information que vous pouvez obtenir est accessible et elle est disponible et légale. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et ça permet de qualifier les sources aussi. Comme je vous disais, une information grise sera plus stratégique qu'une information blanche. Donc ça, c'est la collecte et la qualification des sources. La troisième étape, c'est la validation des sources. En fait, l'idée, c'est que votre constat de départ, c'est que toute information que vous lisez est fausse. Donc, il va falloir recouper cette information. Recouper au moyen de plusieurs sources différentes et vous allez pouvoir consolider en fait l'information. Ou alors, l'idée, c'est de remonter à la source, remonter à l'émetteur de l'information. Par exemple, si demain Sud-Ouest sort une information très stratégique sur une entreprise, l'idée, ce n'est pas de prendre la source Sud-Ouest, mais de remonter au communiqué de presse de la société et à partir de là, de faire son analyse à partir de cette source vraiment qui est la plus pertinente possible. Donc là, vous avez collecté, validé vos sources et après, vous allez analyser. L'analyse va se faire vraiment, une fois que vous aurez cette somme d'informations, elle ne va pas se faire tout seul, mais ça va cheminer
et vous allez pouvoir glaner les informations dont vous avez besoin pour construire votre étude de marché et pour analyser votre environnement. Donc ça, c'est vraiment l'étape analyse de son environnement, étude de marché. Et cette analyse, ensuite, vous allez pouvoir, à partir de ça, définir votre positionnement optimal. Donc, le positionnement optimal, vous avez un outil qui est très, très simple d'utilisation, c'est le SWOT. En fait, je définis à partir de toute cette étude de marché quelles sont les faiblesses et les forces de mon projet. Donc là, c'est vraiment lié au projet. Et ensuite, quelles sont les opportunités et les menaces du marché, de mon environnement. Et l'idée, c'est de transformer vos faiblesses de votre projet en force, ou alors minimiser le risque un maximum pour pouvoir avoir les meilleurs atouts pour lancer votre projet et saisir vos opportunités comme des leviers. Donc, par exemple, s'il y a des bambouseraies qui se créent un peu partout et qui doivent être plantées en France, et si on pousse à ces plantations, bah, peut-être que ça sera un marché porteur. Donc, peut-être que vous pouvez utiliser ce levier pour avoir des subventions et lancer votre projet de trottinette en bambou. Bon, ça, donc, l'idée, c'est vraiment ça. Toute cette partie analyse va en fait déterminer en fait le lancement de votre projet. Donc, à partir du SWOT, là, vous allez pouvoir ensuite construire votre offre, identifier les cibles, quelles sont bien connaître vos cibles, donc vos concurrents, pour pouvoir ensuite influencer et créer votre plan d'action, donc marketing, plan de communication et bien sûr commercial. Voilà. Et après, vous êtes prêt pour être entrepreneur et atteindre des sommets. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je vais vous poser une question qu'on me pose souvent, en fait, des entrepreneurs qui viennent me voir, qui me demandent combien de temps ça va me prendre, en fait, une étude de marché. En termes de mois, enfin voilà, combien de temps ça peut, il faut tabler sur quelle durée? Moi, je dirais qu'en fait, une étude de marché, ça se fait un peu selon le cheminement, la maturité du projet. Et en fait, on mûrit au fur et à mesure qu'on fait l'étude de marché. Donc, si le projet est très mûr, ça peut être très, très rapide. Mais si en fait, on n'est pas sûr, bah, ça peut prendre du temps parce qu'on n'est pas sûr de produit, de la trottinette. Peut-être qu'un vélo en bambou, ça serait mieux. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est peut-être un marché un peu plus porteur. Donc pour moi, ça accompagne en fait le porteur de projet. Sans procrastiner, par contre. Oui, finalement, oui, c'est ça. C'est une sorte de va-et-vient entre moi, mon idée, et puis comment je peux la vendre dans mon environnement. Et puis bon, finalement, voilà, par questionnement, je me rends compte que c'est pas une super bonne idée. Je vais encore la retravailler, l'affiner. Puis après, je vais retester cette idée dans l'environnement. Et en fait, oui, c'est une sorte de ping-pong entre l'interne et l'environnement, tout ce qu'il y a autour, quoi, au final. Mais après, il ne faut pas que ça dure plus de 2 mois, à peu près. D'accord. Ok, merci pour cet éclairage. Et autre question aussi qu'on me pose, c'est justement, moi, l'étude de marché, ça me paraît compliqué, j'ai pas envie, je le connais déjà. Du coup, qu'est-ce que je risque si je bâcle cette étude de marché ou si je la fais pas? Mais en fait, ça, c'est pas que les créateurs qui pensent comme ça. C'est ça le pire. C'est qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises, de tout secteur qui pensent que je connais mon marché, je connais mes clients, je connais la réglementation, je connais tout, je n'ai pas besoin. Mais on se rend compte en fait que le positionnement que l'on a qui est plutôt fermé ou alors que l'on a de son réseau proche, et il est biaisé et souvent on n'a pas la bonne vision de son environnement.
Et ça, c'est le souci. C'est en fait, l'idée, c'est de donner un maximum de chances, que ce soit aux créateurs d'activités ou alors aux dirigeants, pour pouvoir continuer à anticiper son marché, à être proactif et puis à avoir, à être bien positionné et à bien positionner demain surtout son entreprise. Donc pour moi, c'est incontournable. Non, c'est obligatoire et incontournable. Ouais. Enfin, je rejoins ce que dit Anne-Sophie, et puis ça permet aussi de prendre du recul, de la hauteur par rapport à son projet, où finalement, quand on est dedans, on voit plus ce qu'il y a autour. Et donc, le fait justement de s'élever un peu et de voir large, de voir dans sa globalité, ça permet, oui, d'affiner sa vision, d'avoir une meilleure vision et de prendre de meilleures décisions. Ouais. Et après, ce qui est possible aussi, c'est que, bon, même si c'est quelquefois, ça peut être perçu comme quelque chose qui n'est pas facile ou qui est inintéressant à faire, ce qui peut être faisable aussi, c'est d'accompagner le créateur pour simplement le faire avancer étape par étape et lui permettre en fait de voir à quoi ça sert une étude de marché. Et ça aussi, c'est pas un consultant entre guillemets qui fait l'étude de marché, mais c'est la personne, c'est le porteur de projet qui fait, mais qui est un peu perdu parce que c'est pas facile, hein, c'est très compliqué. Il y a une masse d'informations énorme, mais diriger, c'est beaucoup plus facile. C'est dire, ben voilà, là le marché, qu'est-ce que tu en penses? C'est poser des questions. Une étude de marché, c'est que des questions. Tout le temps. C'est un peu comme le mind map. Ben donc ça aussi, c'est qu'une réflexion en fait. Après, il faut trouver les informations, mais bon, une fois que les questions sont claires, les informations sont faciles à trouver. Non, finalement, oui, la posture du consultant qui accompagne, c'est tout à fait ça. Et puis, ça permet, j'ai eu le cas avec des porteurs de projets où, en fait, ça part dans tous les sens. C'est qu'il y a 1000 idées à la seconde et à un moment donné, on ne peut pas réfléchir sur ces 1000 idées en même temps. Donc, le fait de se faire accompagner, justement, ça permet de canaliser ses efforts et son énergie et se dire, OK, bon, là, c'est mon idée principale. Je vais d'abord développer ça. Ensuite, je passerai étape par étape aux suivantes. Enfin, voilà, c'est le principe d'y aller petit pas par petit pas, en fait, quoi, de ne pas gravir la montagne d'un coup. C'est vraiment d'y aller petit à petit. Et je pense que, enfin, ouais, voilà, si on doit accompagner les porteurs de projets, c'est vraiment sur ces étapes-là, les aider justement à franchir chaque petit pas l'un après l'autre et ne pas courir frénétiquement vers le sommet parce que même pas arrivé à mi-chemin, on sera complètement séché et on ne pourra plus avancer, quoi. Ouais, prendre les choses une par une et pas tout prendre de front en même temps. Voilà. Je comprends. Et ma deuxième question, c'était justement vous, dans votre parcours de créatrice, effectivement, vous avez dû certainement passer par cette étude de marché. Concrètement, voilà, comment vous y êtes pris, comment vous l'avez vécu. Enfin, j'aimerais avoir votre ressenti en fait sur vous, comment ça s'est passé pour vos propres projets en fait. Les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, c'est ça? Non, après, c'est honnêtement, moi, je l'ai fait au fil de l'eau. C'était surtout pour le positionnement de l'offre. C'est vrai que j'ai fait une étude pour savoir, mais plus ciblé. Après, tout dépend aussi du vécu et de l'historique de chaque entrepreneur. Moi, je n'étais pas de la région, donc il a fallu que j'apprenne tout le maillage économique, industriel des Landes, des Pyrénées-Atlantiques. Donc là, j'ai fait mon mapping concurrentiel, le réseau, les différents organismes. C'est petit à petit comprendre aussi l'environnement, comment ça fonctionne. Et puis ici, ça fonctionne beaucoup par réseau, par bouche à oreille. Donc en fait, le modèle va être différent. Ça va être petit à petit. Ça va prendre énormément de temps parce qu'il faut montrer avant de pouvoir percer. Donc en fait, si j'ai fait mon étude de marché, mais vraiment pour comprendre l'environnement dans lequel j'étais, pour pouvoir mieux
mieux m'intégrer en fait et adapter en fait mon offre au maillage d'ici. D'accord. Merci, Donc, c'est important. Moi, pour ma part, j'ai continué mon étude de marché finalement très très tôt, avant même de décider de quitter mon entreprise pour monter ma propre entreprise, en discutant tout simplement avec mes fournisseurs. Certains de mes fournisseurs avec qui j'étais très très proche, je les avais mis plus ou moins dans la confidence. Et l'idée est venue comme ça en fait. Voilà. Parce que finalement, je m'adresse aux entreprises essentiellement, donc voilà, ayant affaire à des entreprises, je pouvais directement faire mon étude avec eux. Et puis, une fois que je suis partie, j'ai beaucoup mis mes amis à contribution, puisqu'ils sont tous salariés d'une entreprise ou chefs d'entreprise. Donc, voilà, c'était quand même assez facile d'aller récupérer des informations sur les entreprises. Un peu moins facile du côté des concurrents, puisque finalement, mon offre est assez... Enfin, on fait tous plus ou moins la même chose, mais pas tout à fait pareil. Donc voilà, on a tous des spécificités, des singularités, des sensibilités différentes. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident de se positionner. Voilà, j'ai été aidée par d'autres consultants aussi. Donc en fait, il faut pas hésiter à demander, parce qu'il y a plein de personnes qui sont là qui finalement seront ravis de nous aider. Et en fait, on n'y pense pas toujours et on n'a pas toujours la curiosité, ou enfin voilà, c'est parfois de la timidité qui empêche de faire le premier pas. Et pourtant, enfin moi, quand j'ai été accompagnée à mes tout débuts, on m'avait dit mais ose, si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Donc tu n'as rien à perdre au final, parce que ben voilà, si tu demandes, ben, peut-être que tu auras. Et c'est ce qui s'est passé dans 95% des cas. Et en fait voilà quoi, il faut juste oser et se lancer. Mais oui, c'est vrai que c'est assez long et voilà. Enfin, pour ma part, en tout cas, ça a été un effet ping-pong entre j'ai une idée, voyons, je vais poser la question, me renseigner, etc. Bon, finalement, je vais peut-être réorienter mon idée, plutôt partir comme ça. Enfin voilà, ça a été beaucoup de remise en question pour arriver à bien me positionner. Et justement, à ce titre, l'étude de marché a été plus qu'utile, puisqu'elle m'a permis de trouver mon positionnement. Et finalement, je la continue en fait en permanence. C'est dès que je vais dans une entreprise, c'est analyser ses besoins, voir quelles sont ses problématiques. Et moi, derrière, réfléchir, est-ce que je peux y répondre? Oui, non. Bon, oui, je peux y répondre. OK, bon, je vais réadapter mon offre, plutôt partir comme ça, réadapter ma communication. Et en fait, voilà, c'est être dans l'agilité permanente pour être adapté au marché, quoi. Et du coup, comment tu t'organises? Tu t'octroies un temps dédié justement pour te re-questionner sur ton activité, ou c'est au fil de l'eau comme ça quand ça vient et C'est au tes fil notes de dans un l'eau, coin de la c'est dans tête? la voiture, je prends mon téléphone, je m'enregistre, c'est la nuit, c'est le week-end, ça vient n'importe quand on a un cerveau qui mouline H24, en fait, voilà, j'ai toujours le carnet à côté du lit pour si j'ai une idée qui passe la nuit. Donc j'ai pas de temps spécifique, en fait, c'est un continu. D'accord. Anne-Sophie, toi, tu mets en place des outils justement pour continuer à être en veille sur ton marché ou autre. Oui, Tu fais comme. tous les sites que j'ai identifiés, je me suis déjà abonnée à leur newsletter. Donc là, en push, toutes les semaines ou tous les jours, j'ai des informations. Donc, ce qui me permet de pouvoir rebondir par rapport à une information et puis à me repositionner si besoin, ou alors à approfondir. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, à peu près une fois par mois, je fais le tour un peu de mes concurrents. D'accord. Pour voir ce qu'ils ont lancé, ce qu'ils font. Parce que bon, c'est un métier qui est très très fermé. Et donc, il y a très peu d'informations dans ce domaine. Donc, on peut apprendre que des concurrents et savoir comment ils se repositionnent sur le marché, sur les nouveaux outils, la nouvelle façon d'appréhender l'information, les nouveaux besoins. Donc, ça, c'est important. Ok. Et j'imagine qu'en plus, voilà, avec le contexte de crise sanitaire, ça vous a forcé justement à revoir certaines choses dans votre étude de l'environnement et de votre marché.
Oui, non, pas forcément. Dans quel sens? Je sais pas, par rapport, je rebondis par rapport à ce que disait Emmanuel justement dans sa présentation sur le fait qu'il fallait être toujours en veille par rapport à ce qui peut se passer sur le contexte à la fois réglementaire, mais aussi sanitaire. Oui. Justement, le fait, pour rebondir aussi sur le fait que de ne pas mener une étude de marché, ça permet ça ne permet pas de se prémunir justement face à des éléments de l'environnement comme ça qui pourraient changer, quoi. Non, après, c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus touchés que nous. C'est ça qui est difficile, c'est que bon, tout ce qui est café, hôtel, restaurant, tourisme, c'est ça qui est pas facile parce que c'est en fait peu importe peu importe l'étude de marché, en fait, c'est enfin la tendance de marché sera mauvaise, mais l'idée c'est comment rebondir et en fait comment essayer d'appréhender en fait les tendances sociologiques qu'il y aura à l'ouverture, enfin à la fin du contexte sanitaire, pour essayer d'anticiper comment est-ce que moi je peux, en tant que cafetier, hôtel, restaurant, comment je peux en fait me repositionner, parce que forcément en fait nos modes de consommation vont évoluer, ça a déjà évolué et ça va continuer. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'anticiper le marché dans 1 ou 2 ans, pour savoir comment j'essaye de me repositionner et comment j'essaye de me projeter dans 1 an. Bon, ce qui est très, très compliqué, mais d'un autre côté, c'est hyper positif parce qu'on peut se repositionner et c'est compliqué. Mais bon, c'est des secteurs qui sont plus touchés que nous. Moi, j'avoue que bon, oui, c'est dur, mais on peut se dire qu'avec l'analyse des informations, on peut toujours trouver à se repositionner de manière stratégique ou trouver de nouveaux débouchés. C'est ça qui est important. Amélie, est-ce que tu as des questions de ton côté au niveau du chat? Alors, j'ai une question. Y a-t-il des outils faciles à utiliser pour assurer une veille de son marché au fil de l'eau? Oui, il y a un outil très simple qui est Google Alert. Donc là, avec des mots-clés. Et puis, en essayant pour éviter la masse d'informations, c'est en fermant énormément la requête. Donc, en enlevant certaines, par exemple, si je cherche, c'est essayer en fait de faire des requêtes les plus pointues possibles pour avoir un maximum d'informations pertinentes qui reviennent. Et donc là, après, suivant un paramétrage, on peut recevoir toutes les informations. On reçoit les informations tous les jours. D'accord, donc c'est un mailing en fait. Semaines. C'est comme un mail qui t'arrive tous les jours en fait, avec l'ensemble des articles selon ta requête. Donc là, il suffit de taper Google Alert et on peut taper on tape en fait les mots-clés que l'on désire, par exemple trottinette, bambou, France. Et tous les jours, je vais avoir des informations liées à trottinette, bambou, France. Donc ça, c'est une possibilité. Après, ce qui fonctionne le mieux quand même, c'est lorsqu'on trouve des sites spécialisés, de magazines spécialisés, c'est vraiment s'inscrire à la newsletter. Parce que là, c'est de l'information qui est pertinente. Parce que le problème de trottinette Bambou France sur Google Alert, ça va nous sortir toutes les trottinettes dans le monde entier, que ce soit du fait divers de l'enfant qui est tombé en trottinette. Enfin bon, c'est ça qui est compliqué à gérer au niveau de la masse d'informations. Ou alors, il faut vraiment prendre le temps de faire sa requête. Après, en termes de veille, après, il y en a s'inscrire au flux RSS aussi. Ça, c'est avoir un générateur de flux RSS. Donc là, c'est plus sur des sites. C'est intéressant aussi. Mais c'est des sites ciblés qu'il faut avoir au préalable identifiés. Donc, c'est plus pour les sites des entreprises. Quand on suit une entreprise, la stratégie d'une entreprise, on va s'abonner à son flux RSS pour que ces informations me remontent directement. Et là, c'est l'information de l'émetteur. C'est ça ce que l'on recherche. D'accord.
Il y a aussi, par exemple, les abonnements à des pages Facebook ou sur LinkedIn qui permettent aussi de la même manière de suivre les flux d'informations. Voilà, c'est bien de cibler plusieurs canaux de diffusion parce que en fonction de ceux qui diffusent, ils ne vont pas diffuser de la même manière sur les différents canaux. Donc, ça permet aussi de croiser l'info et d'avoir une info complète, quoi. Oui, les réseaux sociaux sont une bonne source d'information, effectivement. Oui. Après, il faut la recouper. C'est toujours pareil. Mais ça donne pas mal de tendances, ouais. Les tendances, et après que l'on peut consolider avec des sources un peu plus pertinentes. Moi, dans ce que j'entends, du coup, quand tu dis qu'il faut vraiment recouper l'information, j'ai l'impression qu'il faut quand même des compétences particulières, quoi, qu'une étude de marché, c'est pas à prendre à la légère et que seul, ça me paraît aussi être assez conséquent comme travail, concrètement. Il faut pouvoir, quand on voit un chiffre dans le tourisme, dans un article, il faut pouvoir retrouver ce chiffre soit dans un autre article, mais vraiment à la source, donc trouver. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que plus on est dedans, plus on se rend compte qu'il y a des... soit l'information est déformée, pas volontairement, hein, mais en fait, une information, c'est comme les chiffres, en fait. On peut leur donner le sens que l'on veut. Donc, selon la tournure de la phrase, on se rend compte que en fait, la pertinence n'est pas la même. Donc, c'est pour ça que il faut avoir une flexibilité et jongler pour se dire à chaque fois, maintenant, cette information, elle ne peut pas être vraie, ou ce chiffre n'est pas vrai, ou alors la source n'a pas voulu dire ça. Ou, enfin, bon, c'est vrai, il faut avoir un esprit assez jongler avec les sources. Mais ça, c'est donné à tout le monde, mais ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, au début, quand on n'a pas l'habitude, et après, c'est une méthodologie. Et la place des questionnaires, des entretiens, des ça, c'est très, très important. Ça, c'est très important. Mais ce qui n'est pas facile, c'est que, en fait, ce qu'il faut faire attention, parce que bon, l'information aussi, ça sert à influencer. Moi, je m'en sers aussi pour influencer. Donc, en identifiant les décideurs, selon comment on va donner cette information, en fait, on va la tourner de manière différente. Ce sera la même information, mais qu'on va donner différemment selon le profil du décideur pour qu'il puisse ensuite vous écouter et aller dans le sens où vous voulez aller. Donc, l'idée, c'est que... c'était quoi la question déjà ? C'était la place de tout ce qui est entretien, parce qu'on a parlé beaucoup de données externes, en fait. Voilà, en fait, l'idée, c'est d'être le plus factuel possible dans un entretien. Parce que l'entretien, selon les questions que l'on va poser, il peut être biaisé. Donc, entre la question que l'on pose, est-ce que vous buvez du thé tous les jours ? Donc là, c'est oui, non. Est-ce que vous préférez le thé au café ? Enfin, ce qu'il faut faire attention en fait dans les entretiens, donc ça c'est une information que l'on récupère qui est à haute valeur stratégique, mais le questionnaire est primordial. Il faut très bien travailler pour savoir exactement à chaque fois quelle information je veux obtenir, pourquoi et à quoi ça va me servir. Ça c'est vraiment fondamental pour pouvoir en fait poser la bonne question et avoir la bonne réponse surtout. Donc oui, les sondages, en termes quantitatifs, ça donne des tendances aussi, c'est intéressant pour évaluer son marché. Les entretiens, lorsqu'on n'a pas accès à l'information, il faut faire des entretiens, faut oser aller rencontrer les CCI, rencontrer des concurrents, des partenaires. Il faut oser parce que c'est des informations auxquelles vous n'aurez jamais accès. Mais par contre, ça vous fera avancer beaucoup plus. Mais cette information-là, il ne faudra pas la prendre pour argent comptant parce que si vous allez voir un concurrent, peut-être que lui va vous donner des informations fausses, mais ça va vous permettre de pouvoir orienter petit à petit aussi les conclusions et l'analyse. Donc ça,
Et puis, ça fait avancer. Rien que de faire le questionnaire, l'esprit avance, mûrit petit à petit. Et ça, osez préparer vos réunions, allez voir les gens. C'est comme ça qu'on avance et petit à petit qu'on fait son réseau aussi. Oui, non, moi aussi, j'ai beaucoup pratiqué les questionnaires et voilà. Enfin, c'est sûr que c'est évident qu'il faut faire attention aux biais dans les réponses. C'est primordial. C'est une des premières choses qu'on nous apprend quand on fait le module études de marché à l'école. Et donc, ouais, voilà, c'est hyper important et en même temps, l'analyse doit être très, très bien menée pour pas se planter et parce que finalement, ouais, dans les questionnaires, on peut leur faire dire tout et leur contraire en fonction de ce qu'on veut faire, quoi. Donc, voilà, il faut être le plus factuel possible et être le plus proche de la réalité possible. Je pense que voilà, Emmanuel et Anne-Sophie ont très bien su mettre en avant justement comme le fait qu'une étude de marché complète et exploitable, c'est vraiment un préalable pour son positionnement. Et comme on disait, voilà, c'est vraiment la base pour avoir un socle solide pour ensuite passer sur le commercial. Donc encore une fois, voilà, je vous recommande de ne pas hésiter à vous entourer de personnes comme Anne-Sophie ou Emmanuel qui sauront vous conseiller, vous faire prendre de la hauteur. Sur ces questions-là. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Sophie. Et Sophie. Merci Sophie. Anne-Sophie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.